Salut à tous, bienvenue. Elle s'appelle Myriam Shermer, elle est en Israël depuis 10 ans. Elle n'a cessé d'évoluer dans son chemin d'Alia, une occasion de s'arrêter avec elle sur son parcours. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est juste pour vous. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Myriam Shermer, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On se dit tu ? On se dit tu. Évidemment. Évidemment. Alors, tu es en Israël depuis 10 ans, mais ce qui est un peu particulier avec toi, c'est que tu es née en Israël et tu as vécu tes premières années. Oui, je suis née à Jérusalem. Et mes parents étaient israéliens et ils n'avaient rien à voir avec la France, mis à part que mon père avait une nationalité marocaine lointaine. Mais ça les faisait rêver. Ça les faisait rêver, pareil. Ouais. C'était le Berlin des années 80-90 encore, je pense. C'était la vie européenne, la vie occidentale, voilà. La ville des Lumières, tout simplement. Exactement. Donc, ils ont voulu en être. Ils ont quitté Israël quand tu étais une toute petite fille. J'avais 4 ans. Voilà. Ouais. Et ils se sont installés à Paris. Exactement. Et ils y sont toujours ? Ma mère, oui. Ok. Ma mère, oui. Alors, tu as vécu, on va dire, 21 ans en vraiment, France, ouais, à Paris. T'étais bien ? J'étais bien, j'étais très assimilée, j'étais très française. J'étais israélienne, mais j'ai pas grandi ni dans la communauté israélienne à Tu Paris. avais conscience de cette nationalité israélienne ou pas vraiment ? Non, parce que sûr. Tu parlais hébreu à la maison, j'imagine. Je parlais hébreu à la maison. Je rentrais tous les étés en Israël pour voir ma famille. Ok. Un pays que tu connais bien, que tu aimais, j'imagine. Exactement. Tu te sentais des attaches très claires ? Ouais. Pour moi, j'étais israélienne. Mais en même temps, je connaissais pas très bien la vie en Israël. Je savais ni lire ni écrire. Mais parlais parfaitement. Donc c'était un statut un peu particulier. Comme les Onim Predachim souvent. Voilà, et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup moins rare que ce que je pensais, qu'en fait, il y a plein de jeunes qui reviennent avec des parents israéliens, qui ont vécu ce truc-là. Mais moi, quand j'étais petite, je connaissais personne comme ça. Alors, dans la droite lignée de tes parents, tu es attirée par le cinéma. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, on n'y échappe pas. Ouais. On n'y échappe pas. Ouais. Cinéma, la psychologie aussi. Tu as étudié ces deux matières en France. Tu as eu une maîtrise, on va dire, dans ces domaines-là. Mais tu as fait plein de choses. Tu as fait du théâtre. Tu t'es un peu cherchée. C'est vrai, mais c'est normal en même temps. Ouais. On ne peut pas toujours... voilà. Et puis finalement, un jour, tu décides de tout quitter et de partir en Israël. Ouais, je pense que je suis arrivée à un point où je sentais que les choses n'avançaient pas tellement en France. Tu parles de se chercher, je pense que... moi, ma famille était israélienne. Donc, mes cousins, ils étaient en Amérique du Sud, ils faisaient de la danse. Enfin, tu vois, ils vivaient la jeunesse israélienne classique. Et en France, tout le monde avait déjà des métiers. Tout le monde était dans les cases, mais toi, tu n'avais pas du tout envie d'entrer dans ces cases-là. Voilà. Et moi, je me retrouvais pas tellement dans ces cases-là. Et j'avais énormément besoin de comprendre mieux qui j'étais, quelles étaient mes racines, quelle était mon identité, parce que j'étais ni israélienne, ni vraiment française. Tu vois. Et donc... Très bien. Voilà, je pense que c'est l'histoire de beaucoup de gens, mais en particulier le fait j'ai vraiment grandi hors de la communauté juive à Paris, et c'est-à-dire que ma mère était prof d'hébreu dans les écoles juives, etc. Mais moi, j'étais ailleurs. Ouais, et dans des écoles publiques tout à fait classiques. Dans une école Steiner, anthroposophique de la France. Ah, anthroposophique de France, ah oui, ok. Avant que ce soit, tu vois, mes parents, c'était des vrais hipsters. Ouais. Avant que ce soit la mode, comme aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'étais très différente. Et j'avais vraiment besoin d'aller retrouver des gens un peu plus comme moi. Et en fait... les gens un peu plus comme toi, ils étaient en Israël. Voilà. Donc, tu décides de faire tes valises, tu pars au kibbutz chez ta grand-mère, près de Rehovot. Comment c'était le choc du kibbutz ? Mais en fait, j'adore le kibbutz, quoi. Non, c'est vrai, j'adore le kibbutz. Et tu peux le dire, vas-y, crie-le. C'est mon enfance, le kibbutz. Mais bon, c'était quand même violent comme choc dans le sens où j'étais... jeune, entre les vacances et y vivre tous les jours, voilà. C'est pas pareil. Jeune parisienne, indépendante, le métro en bas de chez soi, et le kibbutz où il y a 3 bus par jour, et tout le monde sait tout sur toi, et à chaque fois que tu prends la navette, tu vas à Tel Aviv aujourd'hui. Enfin, c'est un univers complètement différent. Puis ma grand-mère qui m'a accueillie à bras ouverts, mais qui avait 90 ans déjà à l'époque. Donc la cohabitation... Voilà, donc, compliqué, bien sûr. Et puis l'Ulpan, j'imagine aussi, où tu devais aller, qui n'était pas forcément adapté à toi. Voilà, il y avait pas d'Ulpan adapté du tout. C'était encore l'Ulpan très scolaire et tout. Et ils n'avaient rien à proposer à quelqu'un qui savait déjà parler, mais qui ne savait pas écrire. C'est-à-dire que je me souviens de la tête de la prof, elle m'a dit « Mais tu parles, écris-moi ton nom ».
Et j'étais incapable de lui écrire mon nom. C'est-à-dire de tracer les lettres. Donc là aussi, tu ne rentrais pas dans les cases. Non. Ouais. Bon, alors finalement, tu décides de les quitter, et le kibbutz, et l'Ulpan, et de partir en Canaï à Tel Aviv. Exactement. Voilà. Ah, mais alors, mon Canaï, c'est le... Non, c'est vraiment... C'est-à-dire, regarde, j'étais dans un appartement sans clim. Ok, l'erreur de débutante quand même. Face à la mer, certes, mais sans clim. Enfin, un truc super délabré à Florentine, avant que Florentine devienne ce que Florentine est aujourd'hui. Serveuse sans savoir lire, encore une fois, donc à regarder l'écran là où tu appuies pour commander les plats et à faire des erreurs. Et quand un client te demande un changement dans le plat, il faut que tu tapes en hébreu. Ouais. Et la cuisine qui se foutait de moi parce que je leur écrivais des trucs illisibles, absolument illisibles, pour essayer d'expliquer ce que la personne... Enfin bref, tu vois, la situation... Mais c'est comme ça que tu as appris les mots, en fait. C'est comme ça que j'ai appris. Parce que tu as eu des patrons sympas. Ouais, j'ai fait des erreurs. J'ai failli me faire envoyer parce que tu vois, il y avait des poissons qui revenaient à la cuisine parce que j'avais oublié d'écrire que c'était sans yaourt. Enfin, tu vois. Et puis, pour le coup, j'ai rencontré la mentalité israélienne, quoi. Il y avait des jeunes étudiants qui bossaient 40 heures par semaine et qui le lendemain se levaient pour aller en cours et tout ça. Et moi j'arrivais quand même de Paris où les choses, elles étaient plus cool. Enfin, tu vois, j'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie, quoi. C'était dur. J'étais 50 heures par semaine debout à être serveuse dans une langue que je comprenais pas, enfin, tu vois. Ouais. Voilà. Mais c'était quand même très fondateur comme expérience. Ouais, bien sûr. Tu te rends compte que tu peux, en fait. Qu'il suffit de se battre un peu et que ça vient. Mais c'est dur quand même quand on a une maîtrise de psycho, de théâtre. On a peut-être d'autres aspirations. Comment on fait pour se mettre là-dedans? Ben oui, c'est pas simple. Tu faisais pas ça toute la journée quand même, si? Si, je faisais ça. J'ai fait ça pendant un an. Tu vois. Mais regarde, tous les jeunes Israéliens font ça en fait. Même des gens qui viennent de background assez privilégiés. Ils étaient là pour bosser, pour gagner leur vie. Donc, j'avais pas l'impression d'être tellement différente du lot. Sauf quand j'allais voir des Français expats qui, eux, vivaient une vie complètement différente ici. Mais justement, ça m'a permis de bien comprendre la mentalité. Alors, non seulement la mentalité, mais en plus, ça t'a donné des ailes parce que cette vie un peu différente de celle que d'autres vivaient t'a donné le besoin d'écrire, de raconter cette vie. Tu as ouvert un blog. Ouais, j'ai toujours écrit, en fait, depuis gamine. Classique, hein, c'est le journal d'Anne Frank qui m'a fait ouvrir mon journal quand j'étais petite. Et ça m'a toujours accompagnée. En fait, au début, j'écrivais des mails à mes amis, hyper enthousiaste le mail, comme ça, super long et tout, tu sais, genre et au bout d'un moment, je me suis dit je vais écrire un blog. Voilà, comme ça, celui qui voudra pourra le lire. Exactement. Et c'était ça s'appelait Notes sur Tel Aviv. Ouais, pour raconter ce que je vivais, c'était tellement fort, c'était tellement radical quoi, comme expérience que j'avais vraiment besoin de l'écrire. Alors, ça a duré combien de temps, ce blog? 2 ans, 3 ans. Ouais, j'ai écrit pendant un moment. J'ai fini par le fermer parce que je me révélais énormément. C'était très impudique, j'imagine. Je parlais de ma famille, de mes parents, de mes expériences très. Et c'était la mode avant. Exactement. Il y avait moins de filtres sur les réseaux sociaux. Il y avait moins la terre entière qui peut lire aussi. Enfin, on n'avait pas 5000 amis sur Facebook non plus. Enfin, c'était différent, quoi. C'était différent. Donc quand j'ai fini par travailler dans les médias, donc je me suis rendu compte que c'était quand même super révélateur et j'ai fermé. Alors c'est grâce au blog que tu as travaillé dans les médias? Ouais, c'est grâce au blog que j'ai travaillé dans les médias. En fait, j'ai ma meilleure amie d'enfance qui me dit mais écoute, il faut que tu en fasses quelque chose de ce truc-là. C'est sympa pour les amis, mais regarde, t'es assise sur quelque chose de sympa, de fort, de sympa. Vas-y, profite-en. Et à l'époque, et mon futur mari m'a dit, écoute, vas-y, arrête d'être serveuse. Il faut, à un moment donné, il faut grandir. Faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Fais ce que t'aimes, en fait. Enfin, réfléchis 2 minutes et... Qu'est-ce que t'as envie de faire? Voilà, j'étais dans la survie. Et au moment où j'ai fait pause, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'écrire. Et donc, j'ai envoyé mon blog un peu comme ça, mais vraiment comme ça. Et en plus... À plusieurs médias différents. Ouais, alors attends, il y a 10 ans, il n'y avait pas... il n'y avait pas tout ça. Non, il n'y avait pas vous, il n'y avait pas Ivanka, il n'y avait personne en fait. Il n'y avait que... Jérusalem Post en français. Ouais, donc tu as envoyé. C'était à l'époque, la rédactrice en chef, c'était Nathalie Blot. Ouais. On la salue si elle nous écoute. Ma chère Nathalie Blot. Voilà. Qui a lu et en fait... par hasard qui cherchait quelqu'un et les choses se sont faites... Donc tu as bossé au Jérusalem Post, ça a été ton premier job sérieux en Israël. Exactement. C'était chouette? C'était super chouette. J'ai travaillé 6 ans dans les médias après. J'avais vraiment l'impression de trouver... parce qu'en plus, mon blog, c'était beaucoup un regard sur la société israélienne et en fait, tu travailles dans les médias, donc tu es au courant de toute l'actu au quotidien et c'était le meilleur moyen d'essayer de comprendre ce que je vivais en fait. C'était formidable. C'était vraiment...
Ouais. Donc, Jérusalem Post, I24 aussi, d'autres médias. Times of Israel, tous les médias. Encore une fois, on n'est pas nombreux. Hein, donc, une fois que tu commences, tu fais un peu le tour de tout le monde. Ok. Et à la suite de ça, en tout cas simultanément, on va dire, tu es rentrée dans une espèce de programme qui s'appelle Mirlalat Medinaout, voilà, qui veut dire en gros une école de sciences politiques, voilà, pour destiner à plusieurs personnes de profils très très différents. C'est pas forcément pour des étudiants. Non, pas que des étudiants. Encore une fois, c'est israélien, c'est-à-dire que la distinction que nous on fait étudiant pas étudiant, c'est très français. C'est-à-dire qu'ici tu travailles, tu fais jeunes, on va dire. Voilà, tu fais des enfants, il y a des gens âgés qui font des études. Regarde, Sciences Po, c'était un rêve d'enfant. Honnêtement, je pense que j'aurais fait Sciences Po en France. Si j'étais restée en France. Si j'étais restée... Non, c'est même si j'avais eu d'autres amis au lycée. Ah, tu aurais pu faire Sciences Po. C'était pas cool d'avoir envie de faire Sciences Po. Et du coup, j'étais avec des gens très arty et tout, donc il fallait faire du ciné. D'accord. Et en fait, mon rêve d'enfance, moi j'étais, tu sais, Hermione avec les bouquins d'histoire, j'étais comme ça. Non, vraiment, et c'était ma passion en fait. Et juste, ça s'est pas fait en France. Et là, ça s'est fait ici. Ça s'est fait ici. Alors, c'était un an, j'imagine, génial. Ouais, écoute, cette formation, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est qu'elle... en Israël, les Sciences Po, c'est souvent catalogué un peu à gauche dans la plupart des facs, et c'est souvent un certain public qui étudie Sciences Po. Et là, le but des gens qui font cette formation-là, c'est de prendre des gens très différents dans la société. Avec des profils totalement différents. Voilà, qui se rencontrent religieux, pas religieux, gauche, droite. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait une navette qui nous prenait de Tel Aviv, les 4-5 laïcs végétariens, tu vois. Et on allait à Jéru et on rencontrait... Parce que c'est une école qui est à Jéru. Qui est à Jéru. Et il y avait des orthodoxes, il y avait des religieux sionistes du Gush Emunim, donc de l'autre côté, la fameuse ligne verte que tu n'as jamais vue quand tu viens à Tel Aviv. Enfin, tu vois. Et c'était hyper intéressant, j'imagine, le mélange, les échanges. Au début, c'est en chien de faïence. Tu vois, et c'était il y a presque 6 ans maintenant, et on a encore un WhatsApp de ma promo qui est actif tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on papote sur l'actu avec des gens de toute la société israélienne. Extraordinaire. Voilà. Ça a changé ta façon de percevoir Israël? Ah, mais tout. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Ouais, ça a tout changé parce que j'ai arrêté de voir les choses que d'une seule perspective, que d'un certain côté. Ça m'a permis aussi, tu sais, moi, ma mère, donc kibbutz, socialisme, laïque, bien sûr. Et mon père, famille marocaine qui est en Israël depuis 7 générations, donc bien avant la création de l'État, séfarades traditionnels qui ont fait un détour par le communisme parce que, enfin, tu vois, des parcours israéliens, et en fait d'arriver à réfléchir là-dessus, de réfléchir sur ces perspectives-là, ça a révolutionné ma vie en fait. Ouais. Révolutionner ma vie. Alors, à la suite de ça, tu es devenue maman, voilà, et puis tu en as eu un peu marre, peut-être en donnant naissance, de regarder la vie des autres et de la commenter. Tu as eu envie d'être plus active, d'avoir une part importante dans la société israélienne, et tu as choisi, on va dire, la jeunesse, toujours ça, pour réaliser cette ambition. Tu es rentrée à la Chavaya israélite, l'expérience israélienne, voilà. Et tu as été directrice des programmes Massa. Alors, ça veut dire quoi, directrice des programmes Massa? Alors, Massa, pour faire très très court, c'est un programme financé par le gouvernement israélien qui permet à tout jeune juif jusqu'à ses 31, dans le monde entier, de venir passer jusqu'à 1 an en Israël, financé par une bourse, pour pouvoir explorer un peu ce que c'est Israël. Et il y a énormément de programmes différents, vraiment beaucoup, et c'est divisé aussi par langue. Donc, les programmes Massa francophones proposés par l'expérience israélienne, d'accord, c'est de plus en plus pointu. De plus en plus pointu, c'est toi qui t'en occupes. Voilà, en fait. moi Alors, mais c'est pas seulement du contenu en fait, mais pas que. C'est un programme qui gère la vie toute la vie d'un jeune quand il vient passer 6 mois ici, qui fait des études, qu'il apprenne l'hébreu, qu'il fasse un stage. Enfin, il y a vraiment différentes choses proposées. Et il y a un contenu pédagogique aussi qui lui permet d'explorer Israël, de mieux comprendre ses racines, etc., son rapport à ce pays-là. Et donc, moi, je gérais ça. Il y avait énormément de facettes à ce truc-là. C'est les accompagner au quotidien, c'est créer des contenus. Enfin, c'est très large comme... Ça doit être passionnant. C'est passionnant. C'est épuisant de gérer 70 jeunes en permanence qui découvrent
la vie, quoi, en Israël. Et encore une fois, grosse différence entre jeunesse française, jeunesse israélienne, comportement, etc. Ah bah oui, bien sûr, ils sont beaucoup moins mûrs. Mais ils ont moins d'autonomie, je pense. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils sortent de la maison. Et donc, du coup, d'un coup, ils sont lâchés dans cette espèce de bain qu'est la vie israélienne, en plus à Tel Aviv. Enfin, ça a de quoi en choquer plus d'un. Et donc, il faut les accompagner là-dedans. Faut être là, quoi. Ouais, faut être là. Faut être un peu maman, faut être un peu grande sœur, faut être un peu directrice. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à... J'ai une petite fille de 4 ans, donc c'est un peu compliqué. Ouais, j'imagine. Non, voilà, mais ça m'a permis, en fait, de comprendre que ce que j'ai envie de faire, c'est d'accompagner ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a pas mal parlé de ce qui m'est arrivé moi, que j'ai consigné dans mon blog. En fait, tu arrives ici, et il y a plein de choses que tu comprends sur toi, sur ta vie, sur ton histoire, sur ta famille, sur tes racines, ton identité. Et ça révolutionne une vie aussi, ça aussi. C'est de venir ici, de décider, ok, est-ce que je reste ? Est-ce que je rentre ? Je rentre, mais... Pourquoi je reste ? Pourquoi je rentre ? Ok. Voilà, et ça m'a passionnée. Alors, ça t'a passionnée, et il y a eu aussi, on va dire, l'actualité qui t'a un peu rattrapée, et qui a fait que tu as encore changé un peu de direction, on va dire ça comme ça. Tu as quitté depuis la Chavaïa israélite. Il y a eu un tweet, on va dire, de jeunes qui étaient dans des programmes Taglit, voilà, et qui ont regretté, et qui ont écrit clairement le fait qu'on ne leur a pas suffisamment parlé du conflit, qu'on ne leur a pas montré le conflit israélo-palestinien, et ils ont quitté Taglit, et ça a fait un boom en Israël. Et ouais, Taglit, donc c'est un programme de 10 jours. Qui leur permet de visiter le pays. Et c'est financé par des donateurs, c'est gratuit, donc en tout cas c'est un voyage offert pour ces jeunes. Voilà, par l'État d'Israël. Ouais. Et donc le débat en Israël, c'était est-ce que oui ou non il faut les faire rembourser, en fait, parce qu'ils sont partis, ils sont allés à Ramallah, ils ont dit on veut voir les territoires palestiniens, etc. On se barre. Et ça, cette histoire-là, elle m'a fait beaucoup réfléchir, parce que déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation autour du conflit. Enfin, ça date de la Michlala et Medinaout aussi, mais de mes jours en tant que journaliste. Mais ça m'intéresse beaucoup, cette question-là. Et je me suis dit, OK, on peut pas... Enfin, oui, c'est une question importante. Est-ce que oui ou non, ils doivent rembourser leurs billets ? Mais le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'on montre à des jeunes qui viennent, ok, et il y a une différence entre des jeunes francophones d'ailleurs et des jeunes américains, c'est un univers différent, mais au final, c'est des gens qui connaissent pas Israël, ou alors qui connaissent Israël à travers une série de filtres, qui sont ce qu'on leur raconte dans les médias, etc. Et ils arrivent ici et ils veulent voir, ils veulent comprendre pour eux-mêmes de quoi il s'agit, et en fait, c'est une curiosité très saine de vouloir aller voir le conflit. Ils veulent aller voir de quoi on parle, de quoi, et pourquoi ils se font engueuler. Il n'y avait pas les outils, quoi. Il n'y avait pas les outils, et je pense pas qu'on peut se permettre... C'est très bien Taglit, hein. Je suis pas du tout là pour critiquer Taglit, mais je pense qu'il faut aussi proposer autre chose que regardez Masada, c'est super, regardez. Enfin, il faut proposer. Il faut rentrer carrément dans les sujets qui passionnent la jeunesse. Mais moi, je pense qu'il faut les emmener voir le mur, puisqu'ils avaient envie d'aller voir le mur, mais ils ont raison. Il faut leur montrer, il faut leur dire ce que moi je pense du mur. Voilà. Et je pense que la jeunesse de maintenant, on peut pas lui raconter des bobards, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Je pense pas que Taglit raconte des bobards, mais disons, montre les choses d'une certaine façon. Non, toi, tu peux montrer, on va dire, tous les aspects du conflit, y compris le point de vue des Palestiniens. Faut pas éviter les sujets qui fâchent, en fait, c'est ça. Voilà, faut pas éviter les sujets qui fâchent. Donc, du coup, tu as monté ta boîte. Voilà. Et tu es devenue indépendante, et tu proposes aujourd'hui du contenu. Alors, bien sûr, à la Chavaïa israélite, mais pas que. Ceux qui sont intéressés à créer des programmes de contenu pour leur organisme. Tu es là, tu réponds présent. Voilà, c'est ça. Pour toi, c'est très, très, très important. Mais ça revient toujours à la question de qui on est. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup l'histoire pour comprendre qui on est. D'accord ? Je vais à Londres, je vais au musée d'histoire de Londres pour comprendre de quoi ça parle, cette ville. Ok ? Mais ça, c'est moi. Mais au final, je pense qu'un conflit comme ça, n'importe quel jeune qui soit très impliqué ou politique ou pas, hein, il arrive à la fac en France, il se fait engueuler. En général, est-ce qu'il comprend vraiment pourquoi ? Pas forcément, parce que c'est un conflit compliqué, complexe, avec énormément de détails. Ça veut dire qu'il se fait prendre à partie parce qu'il est juif et il n'a pas les arguments pour y répondre. C'est même au-delà, il n'a pas les outils lui-même intellectuels. Oui, il ne sait même pas de quoi on lui parle en fait. Et même, c'est-à-dire que parfois, il va venir d'une famille très à droite, parfois, il va venir d'une famille très à gauche. Il a des médias différents qu'il va lire, mais au final, est-ce que lui, il sait ce que lui, il pense, lui-même ?
Et c'est pas ce que son père pense, et c'est pas ce que son grand-père pense, et c'est pas ce que le monde pense. C'est un sacré challenge. Ouais. Ben oui, mais ma chère Myriam, c'est pas simple. Non, mais je pense qu'en fait, c'est quoi être juif sinon se poser des bonnes questions? Ok, ben je pense que c'est comme ça qu'on va terminer l'émission. Donc se poser des bonnes questions. En tout cas, apparemment, toi tu sais te les poser à toi-même et tu sais en faire profiter les autres. On était ravis de cette rencontre. Voilà, merci beaucoup pour ce parcours, Dalia. On te souhaite bonne chance de continuer à créer de beaux programmes pour ceux que ça intéresse. Tu as d'autres projets peut-être? Oui, en fait, de manière générale, ce qui m'intéresse, c'est cette question de savoir, ok, j'ai des valeurs et comment je les applique dans la vie. Donc, mon prochain projet, c'est de faire un livre sur les mariages. Parce que comment on se marie, c'est un peu plein d'idées qu'on a sur la vie et c'est un moment particulier dans une vie et comment faire en sorte que ce soit le plus adapté à soi. Bon, bah alors ça va intéresser beaucoup de gens, j'imagine. C'est pour quand la sortie de ce... Non, c'est pas encore. D'accord, il y aura encore un peu d'eau qui va couler sous les ponts. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.